Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur une des plus célèbres familles italiennes, aussi bien que pour leur action politique que pour leur réputation. Le nom de Borgia concentre à lui seul tout ce que l'on peut imaginer en termes de corruption, luxure et violence, mais aussi de culture et de goût pour les arts. Comment une famille de guerriers valenciens est-elle parvenue aux plus hautes sphères du pouvoir romain? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Tout commence sous les auspices les plus purs et altruistes. Dans la cathédrale de Valence, en Espagne, Vicente Ferrere, futur saint, remarque un jeune homme dévoué et généreux, un certain Alonso de Borra. Ses qualités lui promettent une belle carrière au sein de l'Église. La prédiction est un peu inattendue, car la famille dont il vient s'est plutôt fait connaître pour ses vertus guerrières que pour sa piété à la messe. Mais elle se réalisera. Alonso fera toute sa carrière à Rome, italianisant au passage son nom de famille en Borgia, et la couronnera pour son élection au trône de Saint-Pierre en 1455. Il est alors âgé de 76 ans. Il a profité pour s'imposer de la vieille rivalité entre les deux familles romaines, les Orsini et les Colonna. Devenu Calix III, il accorde à un débutant le même coup de pouce dont il a bénéficié à ses débuts. Le élu et son neveu Rodrigo Borgia, le jeune homme bénéficie d'une excellente éducation et s'est vite propulsé dans les rouages du Vatican. À 25 ans, il est nommé cardinal, alors qu'il n'est même pas prêtre. Efficace et obéissant, il reste dans l'ombre, ne briguant pas la succession de son oncle. Excellent bureaucrate, Rodrigo Borgia secondera de manière efficace en tant que vice-chancelier 4 papes, avant de voir enfin son heure venue. À l'élection de 1492, dépensant sans compter pour s'assurer les faveurs des cardinaux, il ceint la tiare de Saint-Pierre. Il se montre fin diplomate, arbitrant les querelles entre Espagnols et Portugais pour le contrôle du Nouveau Monde. Il affiche au début un train de vie étonnamment modeste et s'est montré courageux. En janvier 1494, lorsque l'armée de Charles VIII s'apprête à bombarder le château Saint-Ange, où il s'est réfugié, il se présente sur le chemin de ronde, armé de son seul crucifix et de ses saintes reliques. S'il fait mine d'être bon pape, Alexandre VI ne peut empêcher le naturel de revenir sur le devant, car il est avant tout glouton, jouisseur, libidineux, avide de pouvoir et père de famille. Pour promouvoir les enfants qu'il ait eus d'une belle aubergiste, Vanosa Catanier, il pousse à un degré inédit le népotisme. À son préféré, Giovanni Borgia, il donne les honneurs militaires avec la charge de capitaine général de l'Église. À l'aîné, Cesare Borgia, il confiera les clés des États pontificaux de Romagne, en lui permettant de s'y tailler une principauté. À la troisième, Lucrezia, il offre les meilleures parties du moment, choisit successivement dans les familles Sforza, Aragon ou Est. Bon pape, bon époux, bon père de famille, il n'y aurait presque rien à redire, si ce n'est quelques incompatibilités théoriques. Il est aussi un esthète remarquable, passant commande aux grands artistes du temps, dont Pinturicchio, qui décore ses appartements du Vatican. Mais la légende noire est en marche. Elle va être si éclatante que son attrait ne faiblira pas pendant les 5 siècles suivants. Au début des années 2011, la série Borgia de Tom Fontana a battu des records d'audience dans le monde. Une légende faite d'inceste, de meurtre, de corruption, de népotisme, distillée à profusion. Fatigué par une vie d'excès, Alexandre VI Borgia meurt en plein mois d'août 1503, à l'issue d'un dîner arrosé chez le cardinal Castello. La bonne chair a certainement été agrémentée d'une substance toxique, un empoisonnement et une chose très banale à Rome à l'époque. Cela ne suffit pas à bâtir un destin maudit, sa famille va y contribuer en laissant un impressionnant sillage de sang. En 1497, on retrouve le corps poignardé de Giovanni Borgia dans le Tibre. Son frère Cesare est soupçonné. Il aurait agi pour des raisons soit politiques, soit personnelles. Car Sancha d'Aragon, fille du roi de Naples, ayant été la maîtresse de Cesare et de Giovanni. D'autres thèses circulent sur sa mort, Giovanni Borgia s'étant attiré beaucoup d'inimitié à Rome. L'enquête ouverte en 1497 ne parvient pas à élucider les circonstances de son assassinat. Son frère Cesare prend son titre de gonfalonier de l'Église catholique et de duc de Gandhi. Il devient ainsi le premier cardinal de l'histoire à abandonner sa fonction.
L'aîné des Borgia semble avoir un goût particulier pour les petits meurtres en famille. Après avoir contribué à Auxerre, le premier amant de sa sœur Lucrezia, il fait subir le même sort à Afonso d'Aragon, son deuxième mari, étendu de plusieurs coups de lame, puis étouffé. Le goût du sang est celui que Cesare préfère. Il l'a prouvé en combattant des taureaux à main nue dans les rues de Rome. Il le prouvera dans sa conquête impitoyable des villes de Romagne, où une partie des garnisons récalcitrantes sont passées au fil de l'épée. Et lorsque ses alliés s'inquiètent de son excès d'ambition, il les fait étrangler. Deux Orsini périssent ainsi le jour de l'année 1503. Mais il sait aussi séduire les grands de ce monde. Louis XII, roi de France, lui donne en mariage Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre. En 1507, Cesare Borgia part au secours de son beau-frère. Il est capturé au siège de Viana. Emprisonné au château de la Motte, Cesare Borgia parvient à s'échapper au moyen de cordes, se brise les os en tombant dans le fossé et réussit encore à résister à 20 hommes en furie avant d'expirer, le corps lardé de toutes parts. Cesare Borgia n'est pas le prince. Ce héros, selon les dires de Machiavel, ne peut être qu'un authentique souverain qui saura fédérer les forces italiennes pour s'opposer au déferlement récurrent des armées des grandes États-nations, en particulier celle du royaume de France. Mais Cesare Borgia est bien le modèle de cette efficacité qui fait tant défaut aux princes italiens plus attachés aux lettres et aux arts qu'aux armes. Machiavel a pu mesurer l'efficacité sur le terrain de cet adepte de la guerre éclair et son absence totale de scrupules. Il admire la manière dont, parti de rien, il a réussi à se constituer un État à la Romagne. Peine perdue, la postérité mêlera les images de Cesare Borgia et de Machiavel pour en faire les symboles infâmes de l'immoralité et du cynisme en politique. Peu de gens le savent, mais la famille Borgia compte un saint parmi ses membres. Rien n'interdit aux familles les plus terribles de donner naissance à un saint personnage. Chez les Borgia, c'est Francisco Borgia, arrière-petit-fils d'Alexandre VI, qui joue ce rôle. Élevé en Espagne auprès de son grand-père, l'évêque de Saragosse, il entre chez les Jésuites où son ascension est fulgurante. En 1554, il est à la tête de 3 provinces d'Espagne. En 1565, il devient le 3e supérieur général de la compagnie. Il est béatifié en 1624, canonisé en 1671. En 1931, l'église catholique qui abrite ses cendres brûle. Ses os disparaissent à jamais carbonisés. Mais comment la littérature et le cinéma ont contribué à la légende noire des Borgia? Quand on est, comme Lucrezia, la victime d'un diffamateur aussi talentueux que Victor Hugo, on a du mal à s'en remettre. En son temps déjà, les ragots venimeux d'un ex-mari lui avaient fabriqué une solide réputation de fille incestueuse, jamais étayée par aucune preuve historique. Si l'on accepte la dizaine de bâtards que laisse le pape Alexandre VI, il ne reste dans la famille Borgia décimée après la mort du discret Geoffrey, en 1516, que la belle Lucrezia Borgia. Son apparence dissimule-t-elle habilement la perversion? On l'accuse d'avoir couché avec son père, avec son frère, d'avoir elle aussi manié sans pitié le poison et la dague. Dans son drame joué en 1833 et qui lui apporte un succès retentissant, un jeune auteur romantique la charge de tous les méfaits. Gieppo Livretto va rejoindre ton oncle Vitelli que j'ai fait poignarder dans la cave du Vatican. Acciano Petrucci va rejoindre ton cousin Pandolfo que j'ai assassiné pour lui voler sa ville. Oleferno Vitellozzo, ton oncle t'attend, tu sais bien, écrit Victor Hugo. Pourtant, elle semble survivre allègrement à la malédiction qui a touché les siens. Son dernier mariage avec Afonso d'Este est même heureux. Son époux lui donne les clés du duché de Ferrare lorsqu'il part guerroyer. Elle cultive à l'envi son goût des arts. Elle passe commande aux peintres tels Dosso Dossi et protège des écrivains comme Pietro Bombo ou L'Arioste, qui lui lit en avant-première son rôle en furieux. Mais la fatalité est bien là, tapissée dans l'ombre. À 39 ans, elle meurt en couche lors de sa 9e grossesse. Ainsi s'éteint une dynastie qui n'en fut pas une, mais qui s'est durablement installée sur le podium de la violence et du turpitude dans l'esprit du public. Comme on l'a vu, la famille Borgia joue un rôle de premier plan dans l'Italie de la Renaissance et jouit d'une réputation sulfureuse. Parmi les figures emblématiques, nous retrouvons Alexandre VI Borgia, le pape, son fils Cesare Borgia qui rêvait de se tailler un royaume en Italie,
sous le soutien et la protection du Saint-Siège. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.